Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue au webinaire du jour. Donc, je m'appelle Béatrice et je serai votre coordinatrice pour ce webinaire sur le thème de l'UX Design et pour lequel nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Tristan. Hello Tristan. Salut, bonjour à tous, bienvenue. Donc, bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent pour la première fois. Donc, je vois que vous arrivez au fur et à mesure. Donc, nous, pour rappel, nous sommes l'accélérateur du numérique d'Amazon France. Donc, on propose 4 formats éducatifs, la formation personnalisée en ligne, les webinaires, les bootcamps ainsi que le coaching. Petite parenthèse concernant les bootcamps. Donc, dans 2 semaines, on organise un bootcamp à Lyon. Donc, je vais mettre le lien d'inscription sur le chat. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Alors, je vois que vous arrivez au fur et à mesure. Donc, en attendant, je vais vous rappeler la structure du webinaire. Donc, aujourd'hui, comme je le disais, on a le plaisir de recevoir Tristan pour un webinaire d'1 heure. Donc, on aura 40 à 45 minutes de présentation qui seront ensuite suivies de 10 à 15 minutes de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat et à poser vos questions tout au long de la présentation dans la petite section qui se trouve à la droite de votre écran. Et le webinaire sera bien entendu disponible en replay, donc n'hésitez pas à interagir tout au long de la présentation. Donc à présent, je te laisse la main, Tristan, pour C'est cette parti. présentation et merci à toi. Ouais, Ouais, super. Est-ce que mon écran est bien partagé? ouais, c'est parfait. Super, je passe en plein écran. On a combien de personnes actuellement sur le live? Hop là. Alors là, on a une dizaine de personnes qui sont arrivées. Donc en général, les personnes arrivent entre midi et midi 20 par là. Ouais, super. Bon, bah, c'est déjà bien, au moins c'est intimiste. Donc, bienvenue à vous. Et l'idée, justement, s'il y a peu de personnes, c'est de rendre ça interactif. N'hésitez pas à poser vos questions. Pour pas que je fasse ma presse dans mon coin. Le but, c'est de vous aider et que vous puissiez repartir de là avec un maximum de valeur et que vous puissiez les appliquer dès demain dans vos projets. Euh, Aujourd'hui, on va parler effectivement d'UX, donc de User Experience et de Product Design. Alors encore des anglicismes qu'on utilise dans le milieu du web et de la tech. Je vais essayer d'en faire le moins possible. Mais c'est vrai que vu que tout est inspiré des méthodes américaines, anglaises, etc., c'est souvent le cas. Donc n'hésitez pas dans le chat à dire s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. En tout cas, c'est des choses qui, si vous êtes entrepreneur, freelance, salarié, etc., qui pourraient vous intéresser dans le cas où vous voulez euh, participer ou développer quelque chose en lien avec le numérique, le digital, etc. Donc, euh, voilà pour l'intro. Pour ma part, justement, pour vous dire un peu qui je suis et pourquoi ces sujets me passionnent depuis longtemps. Là, si vous regardez en fait de 2013 à 2023, j'ai fondé une agence qui s'appelait Kirk, qui donc était experte en UX et en product design. L'idée, c'était de concevoir donc, ce qu'on appelle des produits, donc ça peut être des sites internet, des applications, des outils métiers avec des usages utilisateurs très spécifiques. Donc, j'ai fait ça pendant près de 10 ans. Agence que j'ai quittée l'été dernier pour faire un petit peu de freelance pendant quelques mois. Et surtout, je viens de me faire recruter, associer dans une nouvelle agence qui se trouve à Nantes, qui s'appelle Nonstone, et qui fait exactement la même typologie de tâches que j'avais chez Kirk avant. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. N'hésitez pas derrière à me recontacter directement via mon profil. Je suis plutôt actif dessus. Euh, pour les clients avec lesquels j'ai bossé, pour vous donner un peu une idée du genre de produits que j'ai pu accompagner, alors soit de zéro, soit ou des produits existants que j'aurais pu refondre et que vous pouvez connaître. Il y a Virtuo, par exemple, qui est un service de réservation de voitures qui a levé plusieurs millions. Il y a Mime, qui est une grosse boîte maintenant française, hein, on peut même dire une licorne, qui fait partie du top entreprise française aujourd'hui. Et des boîtes comme Reveal, Plume Énergie, tout ça, ça peut sûrement vous parler. Des choses un petit peu plus B2C, comme on dit, comme Direct Assurance. Enfin voilà, j'ai eu un catalogue de clients assez large. En tout cas, c'est que des clients qui sont venus me voir parce qu'ils avaient des enjeux utilisateurs. Ils voulaient rendre l'expérience
outils, de leur service le plus fluide possible, mais ils voulaient aussi faire grimper leurs enjeux business, et donc tout ça était intimement lié. Je vous ferai tourner cette presse derrière, je ne vais pas tout vous lire non plus. Vous pourrez regarder un peu le détail derrière. L'idée en tout cas, c'est de comprendre un peu d'où je viens, mais j'aimerais aussi comprendre d'où vous venez pour adapter cette présentation et surtout vraiment comprendre à qui j'ai affaire. Euh, J'en ai parlé un peu avec Béatrice en amont. Je crois avoir affaire à des entrepreneurs. Euh, Dans le chat, si vous pouvez me dire aujourd'hui, justement, si vous êtes où vous en êtes dans votre projet. Est-ce que vous êtes à la recherche de votre product market fit, c'est-à-dire vous n'avez pas encore trouvé votre produit et votre client idéal, ou est-ce qu'à l'inverse, vous avez déjà trouvé votre produit, votre clientèle et que vous avez déjà un produit qui est en ligne, on va dire, depuis moins de 3 mois, ou est-ce que vous avez un produit qui est même en ligne depuis plus de 3 mois? En clair, est-ce que votre projet est à l'état 0, à moins de 3 mois ou à plus de 3 mois? J'ai Béatrice qui va pouvoir, au fil de vos réponses, me donner un peu la tendance. Alors, vous pouvez Ouais. mettre 1, 2 ou 3, ça sera plus simple plutôt que de tout réécrire. Alors du coup, pour l'instant, la majorité dit 1. Ok, Donc ils ont une idée et qui cherchent leur product market fit. ok. Bon, bah écoutez, Hop. c'est génial On parce a, que. Ouais, dis-moi. on a aussi, hop, quelques personnes donc qui ont répondu 3, donc qui ont un Ok, produit en ligne depuis plus de 3 mois, ok, et une petite minorité moins de 3 mois. ok. Bon, bah c'est top. Bon, en clair, ce qui va être intéressant, c'est que ça adresse un peu tout le monde aujourd'hui, mais je vais faire un focus sur ce qu'on appelle la recherche utilisateur, qui pour le cas 1 et 3 sont vraiment intéressants, mais ça va intéresser les deux aussi. Ok, bon, bah ça me donne déjà un bon niveau d'info. Derrière, justement, pour que j'adapte aussi un peu le discours, si je vous parle donc d'UX, de user experience, d'expérience utilisateur et de product design, est-ce qu'on se comprend un peu, beaucoup, à la folie ou pas du tout? Là aussi, mettez-moi un numéro pour que je comprenne le niveau, un peu la maturité sur ces sujets-là. Alors, on reçoit les réponses. Donc, il y a un peu de tout aussi. Ouais, Euh, ok, donc, on a du 4, on a donc, ouais, on a du pas du tout et du beaucoup. ok, Euh, ok. on a aussi un peu, mais en majorité, on est sur du beaucoup. Ok, bon, alors c'est pas mal. Alors, potentiellement, sur ce qui est beaucoup, il y en a qui vont peut-être pas apprendre grand-chose sur les slides que je vais présenter, mais surtout rester ou poser vos questions en live. Ce sera beaucoup plus intéressant d'avoir des interactions comme ça, parce que si vous avez déjà eu affaire à des sujets UX, peut-être ce que je vais vous présenter là va servir à ceux qui n'ont pas du tout eu d'intérêt sur ces sujets-là. Euh, et pour la dernière question, parce que ça m'intéresse d'avoir les profils aussi, euh, quel est votre rôle au sein de votre projet? Est-ce que vous êtes voilà, plutôt entrepreneur, business, vous portez un peu tout en même temps? Ou est-ce qu'il y a des devs? Est-ce qu'il y a carrément des designers qui sont là aujourd'hui? Ou est-ce qu'il y a des gens du product, c'est-à-dire des product managers, des gens qui ont été head of product, qui ont une vraie sensibilité produit? Alors là aussi, je pense que ça peut être disparate, mais il y a peut-être des tendances qui vont se dégager. Ouais. Alors, tac, là, on est sur une majorité de business. Ouais, Euh, on a un designer, ok, mais là, on est plutôt ouais, sur réponse 1. Hop, on a Jean qui nous dit qu'il est les 4 à la fois. ok, ça, le couteau suisse, comme on l'appelle. Ouais. Ouais. Hop Ok, là. donc Ouais. il y a une Sur, majorité ouais. quand même plutôt de business, mais ok, on a aussi quelques petites particularités. Ok, bon bah ça va me permettre aussi de rebondir sur certains sujets pour essayer d'intéresser chaque profil. En tout cas, le propre de mon métier et de ce que je vais essayer de partager et d'échanger avec vous s'illustre un peu avec ce GIF. Alors, je ne sais pas si ça rame ou si c'est fluide. Est-ce que c'est fluide le GIF, C'est fluide. Béatrice? Ouais. Ok, Ouais, c'est super. fluide. Bon, bah là, ça démontre parfaitement, vous voyez le petit haut à droite là, qui démontre parfaitement mon métier. Il
faut imaginer que ce toboggan serait un site, une app ou quoi, et qu'à côté, on aurait ses utilisateurs. Là, vous avez vraiment l'image de ce que pourrait être un produit et ses utilisateurs. À savoir, on a à la base une aire de jeu qui devrait être utilisée par des enfants et elle a été transformée complètement autrement. Les enfants se retrouvent à faire du toboggan à côté et à surtout ne pas utiliser le toboggan qui a été conçu par ça. Donc l'image est assez marrante, mais elle illustre parfaitement ce qu'il ne faudrait pas faire en réalité. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut aussi comprendre que par ces comportements-là, il y avait un toboggan qui était imaginé pour glisser au début. Et au final, c'est le revêtement d'à côté qui sert à ça. C'est aussi un enseignement pour derrière transformer ce genre d'installation. En tout cas, tout aujourd'hui, que vous ayez des produits physiques, digitales, numériques, etc., doivent être pris sous le prisme des utilisateurs et des clients parce qu'il y a des attentes qui sont énormes aujourd'hui et il y a une concurrence aussi qui est énorme. Donc, vous allez devoir faire la différence par votre expérience, par l'utilisation de votre produit, par les besoins que vous allez chercher à répondre en créant des systèmes numériques. Moi-même, là, aujourd'hui, j'aurais pu me poser la question, enfin, j'aurais pu faire ma presse et faire un peu un rush sans me poser la question de qui j'avais dans mon auditoire. Mais les quelques questions que je vous pose, au final, elles me permettent un peu d'adapter mon discours, la durée de ma présentation, qu'est-ce que je vais vouloir dire, sur quoi je vais vouloir insister. Et ça, au final, c'est de la recherche, c'est de l'expérience utilisateur. C'est-à-dire, je vais chercher à essayer de vous agripper au maximum pour que vous repartiez de là avec un sentiment positif, presque une expérience mémorable. Donc voilà l'idée un peu de ce qu'est mon métier et de ce que vous devez intégrer au plus tôt avec différents moyens, différents budgets, mais que vous devez comprendre rapidement pour pouvoir performer, faire kiffer vos clients, vos utilisateurs et puis aussi faire de l'argent. C'est important tout ça, derrière, il y a quand même une notion de business. Pour vous résumer un peu comment, parce que tout ça derrière, ça repose sur une méthode en fait qui est assez simple à comprendre, qui est propre à chaque agence, chaque produit, chaque entreprise, etc., mais qui se résume à peu près avec ce que je vais vous présenter en 5 étapes. Euh, c'est une méthode en fait que vous allez pouvoir appliquer demain si vous cherchez à concevoir un produit ou si vous cherchez à optimiser un produit. Ce que je vous présente aujourd'hui, ce n'est pas applicable si vous utilisez la marketplace Amazon, si vous utilisez un CMS Squarespace, si vous utilisez un Wix, si vous utilisez un Skyblog ou quoi, parce que ça, c'est des contenants qui sont faits pour vous créer vos choses, mais sur lesquels vous n'avez pas vraiment la main dessus. Là, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment, vous avez trouvé par exemple votre product market fit, vous allez chercher à concevoir ce qu'on appelle un produit numérique, donc vous allez devoir le faire bien et répondre aux attentes de vos utilisateurs. Comme je disais, optimiser un produit que vous avez existant. Les 5 phases, elles se découpent comme de cette manière. Donc, il y a découvrir, prioriser, prototyper et tester, systémiser et délivrer. Donc, découvrir, c'est vraiment cet aspect, aller à la rencontre de vos clients et de vos utilisateurs pour comprendre leurs besoins et surtout comprendre leurs points de friction. Qu'est-ce qui leur pose problème au quotidien, à la semaine, mensuellement, par laquelle vous allez pouvoir derrière répondre avec des fonctionnalités, des applications, des sites. Parfois même, vous vous rendrez compte qu'au niveau numérique, il n'y a rien besoin de faire et que c'est peut-être au niveau physique que ça se passe. En tout cas, c'est ce qu'on appelle la discovery, c'est la découverte. À partir de ça, vous allez avoir plein d'enseignements. Vous allez devoir les prioriser parce que vous n'avez pas budget illimité, vous n'avez pas temps illimité. Et l'idée, c'est que vous avez acquéri un maximum d'informations hyper intéressantes et à partir de cette information, pour définir une expérience cible, des parcours, des fonctionnalités de votre futur produit, il va falloir les prioriser pour qu'elles apportent de la valeur en un minimum de temps à vos futurs utilisateurs. Ça, c'est un peu de la donnée brute. Je vais vous détailler tout ça, mais derrière, il va falloir justement le concevoir, prototyper. Donc, prototyper, c'est vraiment concevoir des écrans, des parcours, des fonctionnalités. Ça, c'est le rôle d'un designer. Je crois qu'il y a un designer ou deux présents aujourd'hui. Et c'est donc comme ça que votre projet va prendre vie, en tout cas en termes de design. Et derrière, ce qu'on va chercher à faire, c'est à tester et systémiser. Ça, je vais vous le détailler après avec des slides. On va aussi rentrer un petit peu dans de la technique. Je ne resterai pas trop dedans parce qu'il ne faut pas que ça se transforme en une presse soporifique. Et si vous avez des questions dessus, j'y rentrerai. Mais aujourd'hui, ce qui est hyper intéressant pour vous, surtout pour ceux qui cherchent un product market fit ou même des produits depuis 3 mois, 6 mois, 1 an, ça va être justement de rentrer en phase de recherche et de chercher à prioriser l'essentiel pour vos utilisateurs. Le côté délivré, c'est tout simplement la transmission aux développeurs.
Tout ce que je vous présente aujourd'hui, ça fonctionne si vous travaillez un minimum de personnes. Alors, il y a une personne qui fait tout en même temps, elle est peut-être aussi effectivement designer, développeur, mais en général, quand on monte un produit et dans une évolution classique, on commence à travailler en équipe. Qui dit designer pour concevoir des choses, dit développeur en général pour pouvoir tout simplement les développer en ligne. Alors, on est aussi dans une ère qui est assez dingue pour vous, entrepreneurs, etc., où il y a l'IA qui est en train d'arriver, il y a le no-code qui est en train d'arriver. Vous pouvez faire énormément de choses par vous-même. C'est là où, pour moi, aujourd'hui, c'est intéressant de faire un focus sur la partie découverte et priorisation parce que si vous êtes en capacité au final de concevoir, de développer avec des outils no-code comme Webflow, comme Bubble et comme Notion ou plein d'autres. Euh, Au final, avec une partie découverte et priorisation qui est bien menée régulièrement, vous allez pouvoir faire évoluer un produit qui logiquement ira dans le bon sens. Est-ce que déjà, est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que ça roule, Béatrice, sur le chat? Il n'y a pas de trop d'interrogations pour l'instant sur ce que je dis? Non, pour l'instant, on n'a pas encore de questions, mais sinon, tout est OK. Ça Donc, roule. le micro, etc., c'est parfait. Génial. Bon, bah justement, sur cette partie découverte qui peut vous intéresser, ce qu'on appelle la recherche aussi. Vous avez peut-être déjà appris ça, mais pour ceux qui n'ont pas été sensibilisés à ça, c'est une étape essentielle pour vraiment comprendre, répondre aux besoins et apporter de la valeur à votre futur produit. On va chercher à détecter les attentes et les besoins de vos utilisateurs avec cette phase de découverte. On va identifier ce qu'on appelle les points d'enchantement et les points de friction. On va vraiment insister sur ces points-là. Ce qui enchante les gens, c'est des choses sur lesquelles il va falloir appuyer parce qu'ils existent. Et ce qu'on va détecter comme point de friction, c'est des problématiques. Et c'est celles-ci qu'on va chercher à transformer en solution en termes de design. On va déceler des comportements spécifiques. C'est-à-dire que vous pensez parfois que vous avez une typologie de persona, une typologie d'utilisateur, mais vous allez en fait pouvoir en découper de plusieurs manières, ce qui va vous permettre d'adresser encore mieux chaque utilisateur. On va comprendre des habitudes contextuelles, sur quoi ils utilisent votre futur produit. Est-ce que ça serait plutôt sur un ordinateur? Est-ce que ça serait plutôt sur un mobile? Est-ce que ça serait depuis son canapé? Est-ce que c'est dans le métro ou au travail? Tout ça, les phases de recherche permettent de le comprendre de manière détaillée. On va aussi détecter ce qu'on appelle des signaux faibles. Les signaux faibles en recherche, c'est des choses qui vont clairement vous permettre de prendre de l'avance sur la concurrence. C'est-à-dire que par le biais de cette recherche, vous allez détecter des signaux forts qui sont en fait des choses en général que tout le monde connaît, mais vous allez, à force d'accumulation de recherche, mettre le point sur des signaux faibles qui vont vous permettre justement de faire évoluer vos offres, faire évoluer vos fonctionnalités et tout simplement faire évoluer votre positionnement et apporter encore plus de valeur à vos utilisateurs. Ça, c'est des choses ultra importantes en recherche sur lesquelles on travaille pour justement créer ce qu'on appelle une expérience mémorable. Parce que tout ça, hein, tout ce que je suis en train de vous raconter, il faut se rappeler que c'est créé pour avoir un chapeau qui est en fait une expérience, faire vivre une expérience positive. Confronter des hypothèses, déconstruire des croyances, etc., etc. En tout cas, les premiers points que je vous présente sont hyper importants. Euh, Ce qui va être hyper important si vous voulez partir en recherche par vous-même, alors vous pouvez partir avec des prestataires, des freelances, des agences, vous pouvez recruter ce qu'on appelle des UX researchers. Et si vous voulez faire par vos propres moyens, vous allez devoir faire un peu de veille sur Google, commencer à comprendre comment on mène une recherche, mais tout part de ce qu'on appelle un protocole de recherche. Vous allez devoir définir les objectifs de recherche. Qu'est-ce que vous cherchez à apprendre? Qu'est-ce que vous savez et qu'est-ce que vous voulez creuser quelque part? Vous allez devoir définir une sorte de périmètre d'étude. Si je prends les éléments qui sont sur la droite, vous allez avoir des critères de recrutement, c'est-à-dire que vous avez des utilisateurs à interroger avec une certaine segmentation. C'est-à-dire que vos utilisateurs alors on prend les grands classiques démographiques, le sexe, l'âge, etc. Mais on va aussi essayer d'y intégrer les habitudes. Comment ils utilisent au quotidien des services numériques, à quoi ils sont inscrits, etc., etc. Plus vous allez rentrer précisément dans les critères de recrutement qui sont les plus proches de vos futurs utilisateurs, plus la donnée que vous allez acquérir va valoir de l'or. Le montant de la dotation, parce qu'en général, les personnes que vous allez interroger, que vous allez faire tester, je vais vous présenter ça après,
ont une dotation. Alors, ça peut être un bon cadeau Amazon, ça peut être aussi de la rémunération pécuniaire, quoi. Donc, faut aussi prévoir ça. Un guide d'entretien, un guide de taf qui va vous permettre pendant des interviews, des tests, etc., de tout simplement suivre votre interview de manière claire et de pouvoir poser des questions claires. Et ensuite, checklist, format du livrable, tout ça, c'est des choses un petit peu plus détaillées. Je vous inviterai à me poser des questions si vous avez besoin d'avoir des réponses là-dessus. En tout cas, ce qui est hyper important et ce que vous devez retenir, c'est le type de recherche que vous allez mener. Il y a deux types de recherches. Des recherches plutôt qualitatives. On va chercher à comprendre le comment et le pourquoi. Et il y a des recherches quantitatives. Des recherches qui vont énormément vous apprendre. Et en tout cas, quand vous êtes dans une phase au début et que vous avez besoin d'obtenir des réponses précises, pertinentes, qui ont de la valeur et rapidement, ça va être plutôt de l'étude qualitative. On va chercher à faire ce qu'on appelle les entretiens individuels, qui sont en fait des interviews. On va faire des ateliers avec des utilisateurs. On peut faire venir des gens et les faire travailler en groupe. Ça a l'avantage d'être un format très pragmatique, très ludique et d'obtenir un maximum de réponses en un minimum de temps. On va faire des tests utilisateurs. Vous pouvez faire tester ce que vous avez imaginé, mais vous pouvez aussi faire tester la concurrence. Nous, on a obtenu des idées et énormément de valeur sur des projets en faisant tester, par exemple pour une boîte d'assurance, les assureurs concurrents et pour comprendre ce qui, sur leur parcours, fonctionnait, ne fonctionnait pas. Et là, on obtenait des idées assez géniales pour ne pas faire les mêmes erreurs qu'eux. Le card sorting, c'est quelque chose de particulier. C'est pour vous aider en fait tout simplement à nommer les choses, à trier ce qu'on appelle l'architecture d'information. Là aussi, on est sur quelque chose d'un peu précis. Mais retenez qu'en tout cas, les premiers modes de recherche sont super intéressants pour obtenir des réponses rapidement. Et derrière, sur des études quantitatives, le quoi et le qui, là, ça va demander soit un petit peu plus de données, donc il faut que votre produit vive, tout simplement, vous installez tout ce qui est analytics, des Google, j'ai oublié le nom, mince, ça va me revenir. Vous installez des typeforms pour poser des questions. On est dans quelque chose donc d'un petit peu plus fermé. On va avoir un peu moins de questions ouvertes. On va obtenir des données quantitatives et qui vont nous permettre en fait de donner des indicateurs et de suivre une trajectoire grâce à ces données. Mais on n'aura pas d'interaction directe avec les utilisateurs, ce qui du coup permet vraiment de comprendre la dissociation des deux typologies de recherche. Donc là, vous avez les sondages, vous avez les questionnaires, vous avez l'A/B testing. L'A/B testing, ça consiste à tester deux pistes qui peuvent être des pistes en lien avec du contenu, avec de l'image, avec des pages entières, et qui, une fois les résultats affichés, vous permettent de prendre des décisions éclairées. Amazon, sur des couleurs, sur des boutons, font ça à la seconde parce qu'ils ont énormément d'utilisateurs chaque jour et leur permettent en fait d'optimiser en permanence leur parcours et donc leur transformation, etc., etc. Pour vous, pour désacraliser un peu ce monde de la recherche, certains se disent que ça coûte cher, qu'il va falloir 50 personnes, etc. Il y a des études sur les études qui ont été menées et je vous invite vraiment à le faire parce que ces études, en fait, elles démontrent qu'avec une douzaine de participants, on peut détecter 90% des problèmes communs. Nous, on descend même à l'agence à 10 personnes. Pour avoir expérimenté, on retire déjà énormément d'informations. Donc, si vous êtes capable en fait de segmenter une dizaine de personnes qui vont être dans votre cible, de préparer un protocole de recherche bien fait, attention, hein, parce que ça se travaille, et d'interroger ces personnes pendant 20 minutes, 30 minutes, parfois une heure, vous allez être capable en fait de retirer 90% des problèmes communs. Donc, ces personnes en fait vont vous aider à formaliser ce qu'on appelle des patterns, donc une recherche commune pour axer votre positionnement, la valeur de votre site, les différentes fonctionnalités que vous pourriez avoir aidé, etc., etc. Donc c'est très accessible au final d'aller faire de la recherche utilisateur. Donc ça c'est pour la partie qualitative. Donc pour rappel, la partie qualitative c'est tout ce qui est entretien, atelier, etc. Vous êtes en front avec vos utilisateurs et vous avez une discussion live et ouverte avec eux. Et pour tout ce qui va être études quantitatives, donc les sondages, les questionnaires, etc., on montre qu'avec une centaine de participants, il y a une marge d'erreur de 10%.
Donc en clair, avec 100 participants, vous êtes capable là aussi de déceler des patterns communs très facilement et donc là aussi de diriger en fait votre positionnement et votre valeur beaucoup plus facilement. Si on monte à 300 participants, la marge d'erreur elle est réduite à 5%. Donc c'est hyper intéressant parce que là aussi sur les études quantitatives, en général le ticket d'entrée pour avoir des participants et puis même la mise en place est beaucoup plus simple. Donc vous pouvez aussi obtenir des réponses assez facilement et rapidement sans pour autant avoir voilà, un budget énorme sur 2 mois de temps. Là aussi, je vous laisserai me poser quelques questions. Bon, ça c'est la première partie, donc c'est la partie découverte. Vous allez recueillir un maximum de données. L'idée c'est justement de pouvoir ouvrir un maximum et de pouvoir formaliser cette donnée. La deuxième partie, elle consiste à prioriser. Alors là, je ne vais pas rentrer trop dans les détails des livrables aussi parce qu'ils sont un petit peu trop spécifiques. Mais l'idée, en fait, ça va être, en général, quand vous avez toute cette donnée, ça va être de ne pas paniquer parce qu'il va y avoir énormément de trucs intéressants et de ne pas vouloir faire tout au même moment. Pour ceux qui conçoivent des choses, vous allez devoir faire ce qu'on appelle un MVP, Minimum Viable Product. Donc, vous allez devoir concevoir l'essentiel de votre futur produit qui est un site internet, une app, un outil métier, etc. Ça peut être plein de choses. Et pour ceux qui ont déjà un produit existant, c'est pareil, prioriser une liste de solutions, de fonctionnalités pour pouvoir mieux répondre à court terme à vos utilisateurs et proposer une expérience positive. Pour ça, toujours pareil, si vous travaillez avec des designers, avec une agence, etc., il y aura différents livrables pour vous aider. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail justement parce que c'est technique, mais l'idée, si vous voulez vous renseigner, ça va être le plus rapidement possible de faire ce qu'on appelle par exemple des journée mapping. Donc, c'est des journées utilisateurs où vous allez pouvoir en fait découper les différents profils de vos utilisateurs, c'est ce que vous voyez sur la gauche, et sur différentes séquences temporelles, c'est ce que vous voyez sur le haut. Donc en fait, vous, votre intérêt le plus rapidement possible, ça va être d'avoir ce type de livrable qui, si vous travaillez tout seul ou en équipe, vous permettent de comprendre très rapidement quel est le parcours de vos utilisateurs. Si vous êtes en train de lancer votre boîte, si vous avez votre boîte depuis 3 mois, 6 mois, 12 mois et que vous n'avez toujours pas formalisé ce type de livrable, c'est assez dangereux parce que ça veut dire que vous n'avez pas une manière rapide de comprendre quelles sont les différentes étapes que vivent vos utilisateurs sur votre produit. Je vais utiliser le mot dangereux, il est un peu trop extrême. Mais ça va vous permettre en tout cas d'accélérer et de vraiment comprendre quelle est ce qu'on appelle la journée de vos utilisateurs. Donc là, si vous voyez, en fait, vous avez un exemple d'un projet sur lequel on a pu travailler, donc qui sont différentes typologies d'utilisateurs, qui arrivent sur différentes séquences temporelles. Donc, il y a ce qu'on appelle un onboarding. Ensuite, il y a une séquence de prospection, de gestion client. Il faut imaginer que ce que je vous présente là, c'était pour un outil métier. Et à l'intérieur, les post-it jaunes que vous voyez sont tout simplement en fait les actions que font chaque typologie d'utilisateur dans chaque séquence temporelle. Ça, vous aurez le temps de le regarder en Zoom quand je vous enverrai la présentation. Mais ça vous permet tout simplement, en fait, quand vous êtes en train de parler avec quelqu'un ou d'optimiser votre produit, de tout de suite comprendre chaque action qui est faite à tel moment. Et justement, d'optimiser en permanence les choses. Parce qu'il faut savoir que ce genre de livrable, et surtout votre produit, vous avez vu à la vitesse où vont les choses aujourd'hui, c'est en permanence en train d'être optimisé et d'être évolué. Donc, vous avez par exemple le journey mapping. Alors là, je rentre sur un document encore plus technique. Je vous laisserai me poser des questions si vous en avez besoin, mais il y a ce qu'on appelle l'architecture d'information. Ça aussi, je vous invite à le faire. C'est l'arborescence de votre site. Ça vous permet d'avoir une vue globale et de tout simplement comprendre quels sont les différents parcours de vos utilisateurs. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur cette partie-là, mais je vous inviterai à lire le détail justement parce que ça peut vraiment vous aider dans l'idée de concevoir un outil qui performe. Ça, c'est des livrables très simples qui, une fois que vous les avez formalisés, une fois que vous les avez créés, à partir de la donnée que vous avez récupérée, parce que de cette donnée, vous en avez découlé des besoins et donc des solutions, vont vous permettre d'avoir une feuille de route très claire. Et donc, d'avoir pour les 3 prochains mois, les 6 prochains mois, les 12 prochains mois, des actions que vous devez mener pour faire évoluer votre produit numérique en ligne, que ça soit fait main, que ça soit du no-code. Est-ce que déjà,
sur cette première partie, découverte et priorisation, c'est plutôt clair. Est-ce que vous avez des questions? Parce que selon moi, pour aujourd'hui, c'est la plus importante. Alors, on a Sophie qui dit parfait, c'est très intéressant pour Ok. l'instant. Bon, c'est déjà ça. J'ai pas perdu tout le monde. Non. Je vous invite à vraiment regarder, à faire un peu de veille sur Google en tapant le nom des livrables que je vous ai donné. Vous allez voir qu'il y a des articles qui sont très bien faits, des images qui illustrent aussi très bien ce que je dis. Et n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn si vous avez besoin de conseils. Je me ferai un plaisir de vous donner des idées. Alors, c'est vrai que la présentation d'aujourd'hui est très spécifique parce qu'elle arrive dans l'entrepreneuriat à un moment donné. Mais si vous êtes dans cet objectif d'entreprendre et de créer, c'est quelque chose sur lequel vous allez gagner beaucoup de temps si vous comprenez tout. Là, je vais vous montrer tout simplement pour ceux qui n'ont jamais expérimenté ce que c'est que de concevoir un site, une app, un produit, euh, la bonne manière en fait de réfléchir à votre futur produit. Euh, il y a une première phase qu'on appelle le sketching et wireframing. Donc, encore une fois, c'est de l'anglais. Le sketching, c'est tout simplement illustrer les choses avec du papier et du dessin, avec un papier et un crayon. Ça permet en fait à partir de toute la donnée de recherche que vous avez fait, la priorisation que vous avez fait, pouvoir rapidement sur le papier, en fait, formaliser les idées que vous avez pour justement répondre aux besoins utilisateurs. Ça, vous ne l'avez pas d'illustré actuellement. Ce que vous avez d'illustré, c'est le wireframing. C'est l'étape juste après, en fait, le papier et le crayon. Le papier et le crayon, si vous êtes designer, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez passer dans une phase de wireframing, qui est celle-ci, qui va vous permettre déjà de poser les choses. Elle est hyper importante, cette phase. Vous voyez qu'on est sur un format, un livrable, une qualité qui est basse, c'est-à-dire noir et blanc. On n'a pas ce qu'on appelle la créa, les couleurs, etc. Parce que le but à cette étape, c'est de faire un focus sur le fond et pas sur la forme. Là, le focus, il doit être sur vos utilisateurs. Est-ce que mes écrans, est-ce que mes parcours, est-ce que mes fonctionnalités, est-ce que les interactions que j'ai créées, c'est-à-dire les interactions vertes, vont être comprises, vues et utilisées par mes utilisateurs? Donc, c'est volontaire d'avoir ce qu'on appelle du wireframe, donc des choses filaires en noir et blanc, et des couleurs d'interaction pour se dire, OK, je veux que l'œil de mon utilisateur soit attiré à cet endroit-là. Ça, c'est aussi une notion qu'on appelle de l'ergonomie. Donc, on va vraiment, et c'est ça qui fait quand vous arrivez sur un site, une app ou je ne sais quoi, vous dites, c'est nul, je comprends rien, ou OK, ça a été bien pensé, le parcours est bien fluide et je comprends tout de suite. En général, quelque chose qui va être bien pensé, je comprends tout de suite. En général, pas toujours, c'est quand même un produit qui a été fait dans l'ordre que je vous ai expliqué. Parce que tout simplement, il va y avoir l'essentiel, le parcours, les fonctionnalités dont vous avez besoin. Et ensuite, il y a une couche ergonomique que vous voyez là qui va permettre tout simplement de concevoir des écrans bien faits. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que c'est super fluide de commander un Uber, de prendre un rendez-vous sur Doctolib ou d'envoyer un mail sur je ne sais quel bon produit que de déclarer ses impôts sur un formulaire catastrophique où on comprend rien, les champs sont mal faits et les choses sont très mal expliquées. Donc, il y a aussi une légende qui dit que c'est fait exprès pour faire des erreurs côté, sur le truc des impôts. Mais justement, l'idée, si vous créez des produits demain, ça va être d'être le plus intuitif. Donc voilà le genre de… Si vous prenez ce grand projet vous-même en charge, je vous invite vraiment à travailler le fond avant la forme pour vous poser les questions que votre utilisateur va se poser en arrivant. Si vous travaillez avec une agence, avec un freelance ou avec une équipe que vous allez recruter, il faut que les designers que vous allez recruter aient ce réflexe. C'est hyper important pour justement que vous ayez des débats qui soient autour du fonctionnel et pas autour de j'aime le vert, j'aime le bleu, je veux tel picto, etc., etc. Ça, c'est ce qu'on appelle donc le wireframe. Le sketching, le wireframe, c'est une des premières étapes on dit prototyping, donc de prototyper. Donc, j'illustre un peu aussi moi en session à l'époque du Covid où, pareil, je travaillais avec des clients, on essayait d'échanger des idées. Alors, il y avait des clients là qui étaient en physique, mais aussi en visio. Ce que vous voyez là un peu en zoom, c'est très rapidement une manière en fait de communiquer et d'imaginer en fait les futurs écrans que pourrait être le produit.
Donc ça aussi, j'ai fait des ateliers avec des utilisateurs et même avec des clients, c'est à la portée de tout le monde. Pour véhiculer vos idées, c'est vraiment un moyen formidable pour pouvoir faire évoluer votre futur produit. Là, vous voyez, c'est des ateliers physiques que j'ai faits. Alors, c'est tout à fait des choses qui sont à distance, un scannable, etc. Mais vous voyez, on est vraiment sur l'essence même de ce que doit être un écran et en termes de solution, à quoi je dois répondre à un utilisateur. Donc, on est sur une version quand même assez basse définition. Voilà, je vous ai montré des exemples en mode physique. Il y a quelque chose qui est hyper intéressant à faire et surtout qui peut vous faire gagner du temps et de l'argent, c'est de faire des tests utilisateurs sur vos wireframes. Alors, on peut même les faire, nous, ça nous arrive sur des sketchings, si les sketchings sont suffisamment clairs. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on soit non plus sur des choses où les gens ont du mal à se projeter, sinon, ce n'est pas testable. Cette étape, c'est les tests utilisateurs. Donc, c'est intrinsèquement un peu lié à la recherche utilisateur. Ça va tout simplement vous permettre de tester que vos hypothèses sont les bonnes. Parce que vous soyez du business, que vous soyez designer, que vous soyez couteau suisse, la vérité, c'est que quand vous créez un écran, tout ça, c'est que des hypothèses. Il n'y a que vos utilisateurs qui vont vous valider que ça fonctionne bien, etc., etc. Alors, avec les outils no-code aujourd'hui, vous avez des templates, surtout sur des formats B2C, donc où vous n'avez pas des gens vous n'avez pas des usages métiers. On est de plus en plus dans des standards et vous avez de moins en moins de questions à vous poser sur l'ergonomie, les parcours, etc. Mais tester, ça veut aussi dire tester le contenu. Ça veut tester, est-ce que mon accroche est claire? Est-ce que la manière dont je décris cette fonctionnalité est claire? Est-ce que même si j'ai un outil no-code, la manière dont j'accueille l'utilisateur, c'est une manière dont il a envie que je l'accueille? Et en fait, le test, c'est un moyen très simple pour non seulement confirmer que votre produit il est utilisable, mais pour aussi récupérer de la nouvelle donnée pour qu'ils vous disent, OK, ça fonctionne, mais ça, par contre, la manière dont c'est exprimé, moi, je le dirais plus comme ça, etc., etc. Et il y a une stat qui a, pareil, qui vient d'une étude qui disait que corriger un problème de développement coûte 10 fois plus cher que sa résolution en conception et 100 fois plus cher si vous essayez de résoudre le problème d'un produit déjà sorti en production. Donc, ce qu'on essaye de faire passer avec le design UX et surtout le fait de faire tester les choses et de faire de la recherche, c'est que ça va vous faire gagner à fond du temps et de l'argent. C'est important si vous êtes en mode, si vous n'en avez jamais fait, d'essayer de débloquer des fonds et d'avoir des experts autour de vous pour pouvoir en faire. Parce que derrière, il ne faut vraiment pas le voir comme un coût, mais il faut le voir comme un investissement. C'est hyper important. Il y a une dernière étape qu'on appelle le visual design en anglais, donc qui est aussi la créa, les maquettes créa en France. C'est tout simplement ce que vous avez vu sur l'étape d'avant ici en noir et blanc. Donc, on a travaillé le fond. Voilà, ça va être la mise en forme. Donc, c'est en général ce que tout le monde souhaite avoir très vite parce que voilà, on peut se projeter, on arrive en fait au résultat final. Mais ce résultat final, pour qu'il soit sexy, comme les gens disent, et que ça soit toujours utilisable, il y a ces fameuses étapes de pragmatisme qui viennent avant. Et là aussi, ça va être hyper important de faire bien le taf, parce que même dans un travail de créa comme ça, c'est pas juste poser des couleurs. Il y a un vrai travail de la part du designer et au niveau de l'ergonomie pour toujours pareil, attirer l'œil de l'utilisateur au bon endroit. Quand je parle d'ergonomie et d'attirer l'œil, c'est hyper important pour vous qui sommes en train de créer un business parce que qui dit attirer l'œil dit utiliser et dit donc optimiser le taux de conversion. Donc, vous allez peut-être chercher à ce qu'un gars s'inscrive, à ce que quelqu'un achète, etc. Donc, toutes ces étapes, elles sont essentielles en fait parce que vous cherchez à augmenter la conversion, l'inscription, l'utilisation, etc., etc. Donc, cette étape finale, elle est d'autant plus importante parce qu'elle vient mettre un peu la couche de vernis sur tout le projet que vous avez mis en place avant et sur ces différentes étapes. Prenez vraiment en métaphore tout ce qui est architecture, par exemple. On commence jamais par le crépi et poser tout de suite comment on appelle ça, trucs, les blocs de ciment, enfin les parpaings, pardon. On va d'abord, voilà, déjà se projeter sur où est-ce qu'on va poser les choses, répondre à tel besoin parce qu'on a tel gens qui a besoin d'avoir tel appartement ou telle maison. Puis ensuite, on va commencer à poser les plans. De ces plans vont en découler des contraintes techniques, etc., etc. Donc, c'est hyper important d'avoir une approche très pragmatique et de surtout pas sauter d'étape. Derrière, il y a ce qu'on appelle la systémisation. C'est tout simplement le fait
de se dire qu'aujourd'hui, vous allez peut-être faire une application mobile, vous allez peut-être faire un, un site web desktop, vous allez peut-être faire même une borne. La systémisation, c'est le fait de vous poser la question très tôt sur le fait que demain, vous allez peut-être créer d'autres environnements sur d'autres typologies d'appareils. Et donc, le fait de penser dès le début correctement vos parcours et vos composants vont vous permettre de gagner du temps sur le fait de recréer des choses et sur éviter de les redévelopper. Là aussi, je ne vais pas insister, vous me poserez des questions, mais c'est un peu illustré de cette manière. Là, vous voyez qu'il y a une bibliothèque de composants, de champs, de blocs. C'est en fait tout simplement des items qui nourrissent un produit numérique ou digital. Vous imaginez que ce qui est génial demain pour éviter de redépenser des sous et du temps, c'est de réutiliser ça pour l'implémenter sur du mobile, pour l'implémenter sur d'autres typologies d'appareils. Le côté délivré, je vous en parlais, c'est transmettre aux développeurs de façon optimale. Moi, ça, vous avez des outils, des méthodes, des moyens de faire, des moyens de nommer. En tout cas, ce que je vous encourage à faire le plus tôt possible, si vous êtes amené à développer un produit digital ou numérique, c'est d'intégrer le plus tôt possible vos développeurs. Plus ils seront intégrés tôt, plus ils vous pourront lever les loups sur des choses qui pourraient ne pas être faites dans un temps court ou qui pourraient être faites d'une manière plus simple. Donc, c'est hyper important de se rapprocher au maximum des développeurs pour que vraiment ils puissent aussi vous mettre sur la bonne route et vous permettre en fait de mettre votre produit en ligne facilement, rapidement. Et pour ceux qui ont déjà des produits, l'optimiser de manière la plus performante possible. Et ça, c'est justement ce que je dis sur cette dernière slide, c'est qui aurait réunir autour de la table. C'est hyper important d'intégrer en fait et de collaborer le plus tôt possible avec un maximum de personnes. Sur vos sujets business, c'est vos utilisateurs, mais c'est aussi vos associés, c'est aussi vos équipes. Sur les sujets de conception de produits, c'est les designers, mais c'est aussi les développeurs. Donc, plus vous allez en fait co-créer, collaborer, créer en fait une forme d'intelligence collective pour faire évoluer vos produits, plus logiquement, vous serez adapté à un marché, vous allez vous démarquer de la concurrence et surtout, vous allez avoir un positionnement et une vision qui va avoir un temps d'avance sur les autres et c'est comme ça que vous allez faire performer un produit numérique. En tout cas, c'est comme ça aujourd'hui que les grandes boîtes réussissent. Et je pense que voilà, vous avez déjà entendu à droite à gauche les bribes de ce que j'ai voulu vous partager aujourd'hui. Souvenez-vous du GIF, du toboggan et des kids. En général, ça fait mouche quand on pense avoir un peu trop la tête dans le guidon sur des choses qu'on ne comprend pas. Voilà pour cette petite présentation qui j'espère était claire, pas trop tech. Il faut savoir que c'est une presse que je fais dans différents endroits, donc j'essaie de l'adapter au maximum. Est-ce que déjà c'était clair? Est-ce qu'il y a des questions? Super, merci à toi Tristan pour cette présentation intéressante. Donc là, on va passer aux questions-réponses. Alors du coup, pour poser vos questions, vous pouvez utiliser la boîte à questions qui se trouve juste à la droite de votre écran. Alors du coup, là, j'ai une première question. Alors, quels outils utiliser pour analyser la performance d'une page? Est-ce qu'il y a des outils que tu recommandes? Ouais, carrément. Je trouvais plus le nom tout à l'heure. Mon écran il est encore partagé? Ouais. Ouais. Alors, il y a bien sûr les grands classiques, Google Analytics, etc., qui vraiment vous permettent d'avoir des choses quantitatives rapidement, mais je vous invite vraiment à installer de la même manière. C'est un petit script qui s'installe sur vos sites, Hotjar, qui a même une version gratuite qui est plutôt bien, et alors qui là est une mine d'or. Vous voyez un peu là comment ça s'illustre. En fait, vous allez être c'est RGPD compliant, hein, donc vous avez le droit de l'installer et c'est en lien avec des cookies acceptés sur un site. Vous allez pouvoir voir le parcours des utilisateurs qui viennent sur vos sites et vos produits. Donc c'est arrivé il y a quelques années et nous, ça a changé énormément de choses. Ça permet de faire de la recherche de manière très simple et vous allez voir le curseur de vos utilisateurs aller à tel endroit, ne pas réussir à faire telle chose. Vous allez voir à quel moment il reste bloqué pendant une minute, puis ça repart. Donc, ça vous donne en fait des indications, presque un test utilisateur, pas organisé du coup. Mais quand vous commencez à avoir du volume sur votre site, c'est un indicateur génial. Et la version d'essai, elle est vraiment cool. Je pense que le pricing est
pas très, pas très élevé ce tarif. Déjà, voilà, on a un basique 0,35 sessions quotidiennes. Donc voilà, sur des petits formats pour débuter, etc. Le format capture automatique des données, vous avez ce qu'on appelle un heatmap, c'est-à-dire où est-ce que le curseur de la souris reste le plus. Vous avez des intégrations HubSpot. Et puis après, ça passe à 32 € par mois, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment un outil qui est simple à prendre en main et qui est cool et qui est bien complémentaire avec Google Analytics. J'avoue que c'est les deux qu'on utilise le plus, il y en a plein d'autres. Je peux par contre vous donner des outils, un outil qu'on utilise pour les tests utilisateurs et les entretiens à distance, qui s'appelle Odaptos. Alors, en plus, c'est une boîte française, ils sont à Montpellier, euh, euh, avec qui on s'entend super bien. Et surtout, c'est cet outil qu'on utilise pour nous, les interviews, les tests, etc. Pareil, on a un pricing qui est assez bas au début. Et quand vous avez des contraintes de temps, d'argent, bah, c'est justement un outil qui va vous permettre de non seulement faciliter en fait la prise de rendez-vous avec vos utilisateurs, donc ils vont recevoir un lien, ils vont arriver sur une room de test, mais c'est en plus vous quelque chose qui va vous faciliter énormément l'analyse derrière parce qu'il y a une IA qui est intégrée qui va en fait détecter les émotions par les interactions faciales, ce qui est dit et le ton de la voix, et qui va vous permettre, comme vous le voyez sur le GIF qu'on a vu, de tout de suite détecter ce qui est positif, négatif et neutre, ce qui va vous faire gagner un max de temps sur les différentes interviews ou tests que vous allez faire. Donc, je vous invite à regarder Odaptos, c'est vraiment, nous, ça a changé notre vie pour faire de la recherche. Alors, encore une fois, c'est des métiers, hein, ce que je vous présente aujourd'hui, donc ça sera bien fait et mieux fait si c'est des experts qui vous accompagnent là-dessus. Mais pour commencer, et surtout aller rapidement choper de la donnée, utilisez ce genre d'outils pour déjà vous mettre au moins sur la voie avec de la donnée tangible. Ok, très clair. Du coup, ça me permet de rebondir sur une autre question qu'on a. Du coup, est-ce que l'intelligence artificielle donc, peut jouer un rôle positif sur l'UX design? Je pense que oui, alors là, on est aux prémices. Moi, je sais que je m'y passionne, je me passionne beaucoup pour l'IA, mais je l'utilise pas encore assez. J'utilise beaucoup pour la création de contenu, mais pas encore pour le design. Euh, je pense que ça va faire des trucs assez dingues dans les mois à venir pour créer justement, pour créer plus rapidement euh, des choses qui sont standardisées, un peu formatées, etc. On l'a vu avec, bah, pareil, avec la création de contenu SEO, on peut faire des articles en 2 secondes, etc. Je pense en revanche, et pareil, l'IA, vous allez sur ChatGPT, ça peut vous aider à faire des protocoles de recherche, ça peut vous aider à faire des segmentations. Donc, il y a un vrai gain de temps et on va dire quelque chose qui permet d'initier rapidement, surtout pour des gens qui font pas ça. Pour moi, c'est banco, c'est génial. Par contre, je pense ce qui va pour l'instant ne pas changer, c'est que si vous voulez créer des expériences différenciantes, mémorables, qui se diffèrent de la concurrence, il va falloir sortir justement un peu de ce carcan standardisé. Et donc là, il n'y a que par le biais de la recherche, un peu de l'humain, d'aller sur le terrain, de comprendre, d'échanger, pour moi, à court terme, moyen terme, qui va continuer de fonctionner. Peut-être que dans 2 ans, l'IA sera capable d'anticiper tous ces trucs-là. Mais là, déjà, pour l'année à venir et les 2 ans à venir, on est loin de remplacer le boulot de ce qu'on fait nous, en fait. Par contre, de nous faire gagner du temps, c'est clair, c'est un truc de dingue. Faut aller voir du côté de Dora. On peut s'inscrire pour la bêta test. C'est en fait c'est un outil où on est en capacité de générer, alors plutôt des sites vitrines, des landing pages, des choses plutôt marketing, pas trop des outils, mais avec des prompts, donc comme sur ChatGPT, le fait d'écrire des choses, de générer des sites complets avec des animations, etc., etc. Donc c'est quand même assez dingue. Donc je pense que sur des sites informatifs, type site vitrine, landing page, etc., ça a vraiment, ça marche très bien. Et donc, c'est assez dingue. Dora.run, faut aller jeter un œil. Sur les outils, voilà, sur les outils métiers B2B, on est sur autre chose, quoi. Il y a Ok. du temps devant nous.
Top. Merci du coup pour cette réponse. Autre question cette fois-ci sur les ateliers que tu as évoqués pendant ta présentation. Donc la question c'est quel format adopter pour les ateliers participatifs? Faut-il prévoir une trame? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques pour organiser un atelier de co-création? Ok, bon bah ça c'est typiquement un talk que je fais sur l'intelligence collective, c'est un sujet à part entière qui est hyper intéressant, mais les questions qui sont posées sont exactement les bonnes. Euh, je pense que déjà le réflexe numéro un, c'est de taper en anglais et en français What is the best practice to facilitate a workshop ou quelles sont les bonnes pratiques pour faciliter un workshop parce qu'il y en a et c'est hyper important de se mettre en condition et de mettre en condition ses utilisateurs. J'en donne, là, je peux en donner quelques-unes essentielles. Alors déjà, c'est d'avoir un objectif très clair. Vous devez organiser et ressortir d'un atelier avec de la donnée et cette donnée, elle doit vous apporter de la valeur. Donc l'objectif, il doit en clair être comprendre telle chose, comprendre, déjà comprendre telle chose, c'est un bon leitmotiv. Comprendre et puis compléter la phrase derrière. Ça, c'est pour englober votre workshop. Je vous conseillerais pour surtout si c'est à distance, d'avoir un maximum de 4 personnes. Si c'est en physique, au-delà de 3-4 personnes, de faire des équipes. Alors c'est pareil, les équipes, il faut les constituer en avance. Essayez au maximum d'avoir des profils qui sont complémentaires. Si vous avez 3 personnes du marketing, 4 développeurs et 2 gens du légal, c'est des gens qui vont vous faire des doublons de post-it et vous allez ressortir de votre atelier, vous n'avez rien à apprendre. Le truc le plus important dans un atelier, c'est d'avoir des sachants, des gens, alors des sachants si c'est des gens du business et des sachants si c'est des utilisateurs qui vont vous apprendre des choses et qui ont des profils complémentaires. Si c'est les mêmes profils, il y a de grandes chances que ça dise la même chose. L'objectif, le nombre de participants, la durée. Au-delà de 1h30, 2 heures à distance, oubliez, les gens seront plus concentrés. 2 à 3 heures d'atelier en physique, c'est pareil. On commence à être déjà costaud. Il faut prévoir un endroit qui peut recevoir tout le monde, qui est plutôt sympa, qui est neutre. Un petit déj, faut aussi voilà, faut motiver les gens, faut du jus d'orange, des barres de céréales, etc. C'est un vrai sujet. En fait, là, ce qu'on appelle le workshop design et la facilitation de workshop, c'est un sujet qui est enseigné et qui est prépondérant en Angleterre, aux US, etc. et qui malheureusement est trop pris à la légère en France parce que il y a eu une période qu'on a vécue il y a 2-3 ans où tout le monde se faisait inviter et coller des post-it, ils ne savaient pas trop pourquoi. Et ça a un peu perdu de sa superbe. Mais toutes ces bonnes pratiques, si vous êtes capable de rapidement les apprendre, au moins d'avoir les bases et justement de faire venir les gens euh, dans des endroits en physique et de les faire travailler, c'est un accélérateur de dingue. Et donc votre but, c'est de ressortir avec de la donnée. Donc là aussi, la segmentation, elle est importante sur qui vous allez vouloir faire participer. On évite aussi d'avoir peut-être des potes qui vont biaiser les réponses, enfin voilà. Plus vous allez avoir votre client final ou votre utilisateur final, plus ça va vous apprendre des choses. Et bien sûr, ce qui est hyper important, c'est de réfléchir à la série d'exercices que vous allez faire pour atteindre votre objectif. Donc ça, c'est pareil, en général, on prend un workshop designer pour faire ces choses-là, mais si vous voulez le faire par vous-même, faites un peu de veille. Je vous invite à aller voir, alors c'est en anglais, les boss du game, c'est ING Smart. Hop, ça, c'est une agence berlinoise. C'est ceux qui m'ont énormément appris. Alors là, c'est l'agence, mais ils ont un blog qui est hyper bien foutu et une chaîne YouTube qui est géniale. Donc, les articles sur le blog sont géniaux et surtout, alors c'est en anglais, mais vous avez vraiment How to run an effective OKR workshop. Donc, les OKR, c'est pour définir des objectifs soit en équipe, soit seul, etc. Et ils vous détaillent exactement comment faire. Là, il y a carrément How to design a workshop. Il explique comment créer des exercices et voilà, vous avez des ressources, vous avez des bonnes pratiques, etc. C'est super bien fait, c'est très ludique et c'est une ressource de dingue où j'apprends énormément et c'est les killers mondiaux de la facilitation de workshop.
Top, super, merci beaucoup. Alors, du coup, on a une autre question, à laquelle tu as déjà un peu répondu pendant la présentation, lorsque tu as parlé d'intégrer les développeurs. Donc, la question, c'est comment combler le fossé entre la conception et le développement? Ouais, bah c'est un vrai sujet. Alors c'était un sujet encore plus complexe avant, qu'il l'est de moins en moins parce que déjà les devs et les designers ont arrêté de se faire la guerre. Avant c'était vraiment la guerre il y a 10 ans. Là on a des outils aujourd'hui qui permettent déjà quand on est designer de concevoir des choses et de les transmettre plus facilement et de permettre aux développeurs d'avoir beaucoup moins de travail. Il y a un truc qu'on appelle l'intégration front, c'est-à-dire j'ai des maquettes et moi, en tant que développeur, je dois prendre les maquettes et les intégrer avec du code pour qu'elles ressemblent exactement à ces choses-là. Aujourd'hui, on a des outils qui permettent de faciliter l'intégration, qui vont permettre de connaître très rapidement quelle est la taille d'un élément, d'exporter des icônes, etc., etc. Donc, déjà, le fait d'avoir eu des outils, ça a permis de rapprocher beaucoup ces profils et de faciliter les choses. Vous avez un outil qui est l'outil le meilleur du marché actuellement, qui est Figma. Vous avez aussi Zeppelin qui permet justement d'avoir un inspecteur, d'inspecter les maquettes et donc vraiment en général ça met des étoiles dans les yeux aux développeurs. Mais ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus commun. Si vraiment vous voulez faciliter ces choses-là, c'est tout bête, hein, mais de toute façon, c'est qu'une question humaine et c'est valable dans tous les domaines. C'est intégrer les développeurs le plus tôt possible. Ne pas penser que c'est la dernière roue du carrosse. Et plus on va prendre en compte ses enjeux et ses objectifs, plus il va comprendre les vôtres aussi rapidement. Donc, je sais que nous, tous nos projets à succès, c'est parce que les devs sont intégrés le plus tôt possible, participent au workshop, nous font part de leurs contraintes, assimilent nos contraintes à nous et du coup font évoluer. Parce que ce qui est génial, en fait, c'est quand vous êtes à l'étape de sketching ou de wireframe, que vous présentez, même après avoir priorisé les choses, un développeur va vous dire ça c'est plus rapide, ça c'est plus lent. Mais en plus, si vous lui présentez des écrans déjà basse fidélité avec un papier crayon, il va tout de suite vous dire, putain là tu me mets un truc dans les pieds qui va me prendre 3 mois. Si tu le fais comme ça va en prendre un, etc., etc. Communication à fond et intégration à fond des développeurs le plus tôt possible. Top. Très bien, merci. C'est très clair. Jean qui demande, aura-t-on donc une rediffusion sur YouTube ou ailleurs? Donc pour répondre, Jean, oui, le webinaire il sera disponible en replay. Donc dès demain sur YouTube et dès la semaine prochaine sur le site de l'accélérateur. Du coup, je rebondis sur une autre question. Alors, est-il possible de créer un A/B test sur Google Analytics? Alors là, ça sort un peu de mes compétences, mais je crois que oui. Ah, j'avoue, j'ai jamais fait là-dessus. Les AB, on les a fait du coup sur Hotjar. Euh, et vous savez, hein, moi, c'est Google Best Tools to do AB Mhm. test. Mais parce qu'il y en a un que j'oublie que des clients utilisent. Ah, la AB testing, j'ai des clients qui l'utilisent, qui me disent que c'est plutôt bien foutu. Je vais pas m'avancer. J'avoue que j'ai pas la réponse là-dessus. Je sais que AB testing, c'est plutôt réputé. Et j'ai pas la réponse, malheureusement. En tout cas, ce qui est hyper important sur les A/B tests, surtout faites alors, en général, déjà, on dit qu'il faut un volume important parce que si vous le faites sur 10 personnes, plutôt que 100, c'est quand même. Il faudra qu'il y ait un minimum de trafic. Et déjà, comme on l'a vu tout à l'heure, peut-être 100, 200 personnes, c'est intéressant. Et surtout, faites des choses très précises. Un wording, une couleur de bouton, euh, une tagline sur, vous voulez plutôt tester si l'accroche marketing marche mieux que celle-là. Faites pas des pages entières ou des blocs de pages entières parce que la A va mieux marcher que la B, mais vous ne saurez pas exactement pourquoi. Donc c'est hyper important que ça soit précis. Il y a le fameux bouton d'Amazon qui avait rapporté, je ne sais plus, 300 ou 400 millions d'euros parce qu'ils avaient changé, ajouté au panier plutôt que acheter l'article ou un truc dans le genre ou l'inverse. Ça a été testé sur un wording. Il y a les mêmes choses qui sont faites sur des couleurs de boutons. Donc, surtout l'AB, faites-le de manière très précise, que ça soit sur du graphisme, du contenu, etc., etc. Top. Bah, du coup, en plus, c'est une question donc qu'on a. Donc, c'était justement sur l'A/B testing, si on pouvait tester
plusieurs éléments en même temps, mais du coup, tu y as Il faut le découper en répondu. projets en fait. Il vaut mieux faire plusieurs projets en même temps, mais très précis, plutôt qu'un, voilà, plutôt que le but en fait, c'est de tirer un enseignement parce que si on sait que B marche mieux, il faut qu'on sache pourquoi il marche mieux. Parce que s'il y a trop d'éléments, on ne saura pas pourquoi. Mm, effectivement. Alors, on a une dernière question. Alors, comment prioriser la résolution de problèmes? Donc, lorsqu'on a identifié différents problèmes, donc comment prioriser, comment commencer? Ouais, gros sujet aussi. Mm. Aujourd'hui, on a un nom de profil pour gérer ça quand on est en mode agence, quand on est en mode produit, etc., qui sont des product managers, même les product owners qui bossent très ensemble. Donc, ça, c'est un peu le chapeau sous ça. Mais si vous êtes de la partie business, dev ou que sais-je, ou design, déjà, encore une fois, on doit réunir tout le monde autour de ces problématiques qui vont devoir être transformées en solutions. D'ailleurs, en général, on travaille autour des solutions, ce qu'on appelle des user stories. Donc, j'ai détecté pendant la phase de recherche que 12 personnes m'ont dit que au quotidien, ce truc-là est relou. Donc, ce truc-là est relou, je le transforme en solution. Et donc, cette solution, pour pouvoir la mettre en place, je vais devoir demander l'avis des différents profils pour savoir comment la mettre en place. Et en fait, si j'ai un catalogue de 20 solutions à mettre en place, bah, tout le monde va devoir un peu tirer la corde de son côté pour que ça puisse être mis en place un jour. Je pense, la réponse au-dessus de tout ça, c'est de se dire que le croisement le plus important, c'est l'enjeu utilisateur, la réponse utilisateur, que ça soit l'expérience la plus fluide possible, croisée à l'apport business, c'est-à-dire que vous avez aussi besoin de vivre. Donc c'est vraiment un versus du qu'est-ce qui va répondre, quel est le gain d'expérience le maximal pour les utilisateurs et le gain financier le maximal pour ma boîte, VS le coût le plus faible qui soit technique, design, légal, parce qu'on peut très bien se dire ça va apporter un max d'expérience et un max de pognon, mais ça va coûter 3 semaines de développement. Il y a même la personne du légal qui va dire ah mais attendez, moi j'ai un cahier sur la réglementation à faire pendant un mois. Alors si vous priorisez ça, regardez en fait, ça apporte énormément d'expérience, un petit peu moins sur le business, mais par contre on est capable de le mettre en place cette semaine. Donc il faut vraiment faire des arbitrages avec tous les profils, mais gardez en tête que tout ça c'est pour votre business et vos utilisateurs. Et Ça donc marche. ce Mm. que vous pouvez faire, c'est un petit tableau, par exemple sous Notion ou sous Excel, et vous mettez tout simplement en face de vos solutions 1, 2, 3, 4, 4 étant peut-être la priorité la plus forte, et puis tout ce qui sera en 4 devrait être priorisé. Ça, c'est la manière très simple de le faire. Mm. Très bien. Bah, Résumé. merci. Bah, merci Tristan du coup pour Ouais, avoir répondu à toutes ces questions. Donc on a fait le tour, donc on arrive à la fin de ce webinaire. Donc ce webinaire il sera disponible en replay sur le site de l'accélérateur du numérique et sur YouTube. Donc merci Tristan pour merci. cette présentation. Et je vous invite juste à rester donc jusqu'à la fin pour répondre donc au sondage de satisfaction qui va s'afficher lorsque vous allez quitter le webinaire. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouveaux webinaires. Merci à toi, Tristan. Salut, merci. À bientôt. À bientôt.